Bonjour Valentine. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir et bonjour à tous. On espère que vous êtes déjà là parmi nous. On va peut-être prendre un petit peu de temps pour vous laisser arriver si jamais vous n'êtes pas là. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, je suis Marie-Charlotte Baoudour, je travaille à l'Institut français et c'est moi qui anime aujourd'hui la rencontre avec Valentine. Et de l'Institut français également, Anna Manache, qui est là parmi nous et qui pourra vous aider sur le chat, répondre à vos questions aussi et nous transmettre les questions au fur et à mesure de la rencontre. Donc aujourd'hui, nous attendons normalement des classes d'Espagne et d'Égypte. Anna, si tu veux bien me faire signe quand notre cher public est là pour qu'on puisse ouvrir les caméras et les faire monter sur scène avec nous et qu'on soit tous ensemble. Voilà, bon, on commence, Valentine, on y va. Oui, mais ça veut dire qu'on ne sait pas encore si les gens sont là, on ne sait pas à qui on parle ou... Il y a normalement 5 personnes qui sont parmi nous. Véronique, normalement, est là, et Eba aussi. Donc, Véronique et Eba, n'hésitez pas à nous écrire. Véronique arrive. Ce sont des personnes. Ah oui, c'est des. Ouais, voilà. Ah, voilà, super, bonjour. Ah, c'est agréable de voir des gens. De ne pas parler à des écrans. Bonjour. Et Eba aussi arrive. Véronique, vous êtes dans quel pays, vous? Bonjour, nous sommes à Malaga, en Espagne. D'accord. Bonjour alors à Malaga. Les élèves de troisième qui D'accord. étudient en première langue. Bonjour à tous alors. Bonjour. Bonjour. Ah, C'est Heba de l'Égypte. bonjour. Bonjour Eba. Madame Valentine. Ravi de discuter avec vous. Vous êtes à quel endroit en Égypte? Alexandrie. Alexandrie, d'accord. Alors, très bien. Ce que je vous propose, bienvenue à tous. Ce que je vous propose, c'est je vais un peu brutalement couper vos... Ah oui, ça y est, c'est déjà fait. Merci beaucoup, Anna. Couper vos micros, comme ça, on peut bien tous... vous pourrez bien tous entendre Valentine. Alors, bienvenue à tous. Je suis très heureuse, on est très heureux que Valentine ait accepté et on vous remercie encore de ce moment de rencontre pour parler de son roman. Vous m'entendez tous bien, hein. Vous faites signe si jamais ça ne fonctionne pas. De son roman L'Anguille. On était très contents de l'avoir dans la sélection des pépites et je l'avais lu à l'époque et je l'ai relu hier soir et j'étais très contente de le relire. Alors, on a eu des questions des classes, donc d'Égypte et d'Espagne. Mais avant de ces questions, ce que je vous propose, c'est de prendre quelques minutes, un petit quart d'heure pour parler avec Valentine. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions ou je pourrai poser les questions que vous avez envoyées. On pourra faire comme ça. Alors Valentine, est-ce que vous voulez d'abord dire quelques mots pour vous présenter? Moi, j'avais envie de vous poser la question de ce que c'était, si vous pouvez nous expliquer ce qu'était une romancière ou un écrivain. Alors, je ne sais pas s'il y a une définition hein, pour dire ce que c'est qu'un romancier ou un écrivain. D'évidence, c'est quelqu'un qui publie des romans et des livres, mais je crois que ça dit peu de choses en fait
sur notre existence, on va dire, quotidienne et sur la manière dont le livre peut orienter nos vies. Peut-être qu'il y a une image un petit peu simple. On imagine l'auteur qui va écrire derrière son ordinateur toute la journée, qui va publier des livres et puis les enchaîner les uns derrière les autres et toute sa vie, ça serait de l'écriture. Et en fait, pour moi, le roman, c'est à la fois le début d'une aventure, parce que une fois que le roman est écrit, j'aime rencontrer les lecteurs, je participe à des rencontres, à des festivals, dans des classes, en prison, à l'université, dans les écoles, dans les bibliothèques. Et ça me plaît en fait beaucoup de pouvoir partager les sujets qui sont dans les livres, de débattre, d'échanger avec les gens. Donc, c'est le début d'une aventure, mais c'est aussi la fin d'une aventure, le livre, parce que j'aime beaucoup, en fait, écrire sur la vie réelle et ça me demande un travail de documentation, de rencontre. Je lis des livres, je vois des films et surtout, je rencontre des gens dont les histoires vont venir nourrir mes projets de livres. Donc, dans mes livres, il y a beaucoup de fiction, mais il y a aussi du réel. Et parfois, ces recherches prennent 1 an avant que je commence à écrire mon livre. Donc, le livre, il est au milieu d'une vie qui est faite de beaucoup de recherches et de rencontres. Et puis, il en démarre une autre qui est faite ensuite d'échanges et de partage. Par exemple, aussi, je travaille beaucoup avec d'autres artistes autour de mes livres pour les faire voyager dans des salles de spectacle, dans des théâtres. Donc, par exemple, je fais des lectures musicales, des lectures publiques. Tout ça, ça fait partie vraiment de ma vie de romancière. Et puis, j'aime aussi travailler avec les autres pour les aider à écrire à leur tour. Donc, je peux travailler avec des classes, dans des ateliers d'écriture, avec des personnes en situation de handicap, avec des personnes âgées, avec des personnes réfugiées, par exemple, qui parlent mal le français, mais qui ont envie d'essayer d'apprendre la langue en écrivant. Tout ça, c'est la vie d'écrivain. Donc, ce que c'est qu'un romancier, pour moi, c'est quelqu'un qui, à partir de ses livres, de ses romans, organise toute sa vie. La vie est dans les livres et le livre est dans la vie. Il y a toujours un échange comme ça entre ce qu'on fait chez soi de façon intime et puis le dehors. C'est très vaste et c'est très riche, en fait. Merci, oui, c'est vrai qu'on peut avoir l'image de l'écrivain qui est effectivement derrière son ordinateur et qui écrit. Et du coup, vous parliez du fait que vous écrivez sur la vie réelle et que vous rencontrez des gens. Et comment vous viennent alors les histoires que vous racontez et les personnages de vos histoires? Alors, d'abord, je pense qu'une qualité, un atout fondamental quand on veut écrire des romans, c'est la curiosité. Donc, il faut vraiment regarder autour de soi, être à l'écoute. Et souvent, les idées, les histoires me viennent du monde extérieur. Alors, je peux donner quelques exemples. Là, par exemple, ce livre, il s'appelle Manuelo de la Plaine. C'est un livre qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui arrive d'Espagne. Dans les années 1930, il y a la guerre en Espagne à cette époque. Vous le savez, vous, les jeunes de Malaga, c'est Franco qui va prendre le pouvoir et des tas d'Espagnols vont venir en France pour se réfugier. Et donc, cette histoire-là, elle m'intéresse parce que moi, j'habite en banlieue, près de Paris, près de Saint-Denis. Vous connaissez peut-être Saint-Denis, c'est là où il y a le Stade de France, le stade de foot. Je sais que vous aimez bien le foot en Espagne. Alors moi, j'habite pas loin. Eh bien, il y a 100 ans, dans cet endroit-là, on avait ce qu'on appelle la Petite Espagne. Donc, il y avait beaucoup d'Espagnols qui habitaient là et qui essayaient de changer leur vie après une guerre très difficile. Alors, comme c'est à côté de chez moi,
eh bien, l'histoire de cette ville m'a intéressée, puis j'ai eu envie de l'écrire. Alors, ça a donné un livre comme ça pour la jeunesse. Mais en fait, il y en a beaucoup d'autres, des histoires de réfugiés. Ça s'appelle Tous Français d'ailleurs. Il y a 2 livres comme ça qui racontent des histoires de réfugiés. Et en fait, ils viennent de tous les pays. Alors, pas d'Égypte, j'ai pas encore parlé de l'Égypte, mais ils viennent du Maroc, de la Syrie, de l'Algérie, du Vietnam, de l'Italie, de la Pologne, de plein de pays différents en France. Et j'essaye de raconter des histoires qui sont des romans, mais quand même qui partent d'histoires réelles, puisqu'on a eu beaucoup d'immigration en France. Et puis, je peux prendre un autre exemple. Ça, par exemple, ça, c'est un livre qui est assez drôle. C'est l'histoire d'une famille de menteurs. Ils mentent tout le temps. Ils adorent mentir. Le mensonge, ça les fait beaucoup rigoler. Mais ils ne mentent jamais pour des choses graves. C'est pour rire, c'est pour s'amuser. Ça ne fait pas de mal à personne. Et donc, il y en a 3 comme ça. C'est la même famille à chaque fois. Et c'est une autre aventure de mensonge. Mais le premier, eh bien, j'ai trouvé cette histoire dans un article de journal. Une famille avait disparu. On ne la retrouvait pas. Et cette famille-là, en fait, elle était chez elle. Elle s'était cachée dans sa propre maison. Elle s'était cachée dans sa propre maison pour des raisons un petit peu tristes. Ils devaient de l'argent à d'autres personnes. Ils avaient des dettes. Et en fait, ils avaient honte parce qu'ils ne pouvaient plus payer leurs dettes. Alors, ils se sont cachés chez eux. Moi, j'ai repris l'idée qu'on peut se cacher chez soi. C'est possible. Mais j'ai inventé une histoire plus amusante. C'est l'histoire d'une famille qui veut partir en vacances en Chine. Et ils ont fait des économies, beaucoup d'économies. Ils ont dit à tout le monde qu'ils allaient partir en vacances en Chine. Ils sont très fiers. Patatras, le travail du père, enfin le père perd son travail, il n'a plus d'emploi, donc il n'y a plus d'argent, donc ils ne peuvent pas partir en Chine. Mais comme ils sont très fiers, ils vont quand même faire semblant de partir. Ils vont s'enfermer chez eux et ils vont inventer un voyage en Chine qu'ils n'ont jamais fait. Donc la question est sérieuse parce que c'est le mensonge, mais j'essaye de raconter une histoire légère à travers un livre où il y a beaucoup d'humour. Parfois, c'est des questions, vous voyez, qui sont plus sérieuses que d'autres. Je peux parler de réfugiés, je peux parler d'immigration, mais je peux parler aussi d'une famille comme ça qui s'amuse et qui joue avec les interdits. Donc, ce sont des sujets très différents. Pourquoi j'ai choisi ces sujets-là? C'est parce qu'ils me touchent personnellement. Chaque fois, les histoires des autres me rappellent à moi des expériences qui m'ont beaucoup émue, qui m'ont touchée. Par exemple, pour les réfugiés, l'immigration, moi, je n'ai pas d'histoire d'immigration. Je suis née en France et mes parents aussi. Mais j'ai déménagé, j'ai changé de région, j'ai dû apprendre à vivre très différemment parce que j'ai quitté ma famille jeune. Et la réflexion sur l'exil, sur la rencontre avec des gens différents, elle m'est très proche. Je suis aussi partie vivre dans un pays qui s'appelle le Vietnam et puis dans un autre pays qui s'appelle les Philippines. J'étais très jeune aussi, j'avais 20 ans et j'étais toute seule. Et donc, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ce que ça veut dire de quitter son pays, de rencontrer une autre culture. C'est à la fois formidable et difficile de ne pas parler la langue, de ne pas connaître la façon dont les gens pensent, vivent. Voilà. Donc, c'est des réflexions qui sont quand même très, très personnelles, même si, au départ, les histoires viennent des autres. Hein. Et bon, j'ai écrit une 40aine de livres. C'est très souvent ça, en fait, l'histoire. Quelqu'un me raconte une histoire, je la lis dans un journal, j'entends quelque chose à la radio. Ça n'est pas moi, mais ça réveille chez moi quelque chose de personnel et d'intime avec lequel je vais inventer des personnages. Je vais me servir de ce qu'on m'a raconté, de ce que j'ai appris,
mais je vais réveiller des émotions qui m'appartiennent à moi pour inventer des personnages qui ne sont ni moi, ni les gens qui m'ont raconté des histoires. Et alors, vous êtes comme beaucoup d'écrivains et de romancières, vous écrivez pour tout le monde. Vous écrivez pour les adultes et vous écrivez pour les jeunes, les plus jeunes. Qu'est-ce qui fait qu'un livre sera pour vous plutôt une histoire pour la jeunesse et un autre livre plutôt une histoire pour les adultes? Je crois qu'on n'a pas la même expérience de la vie et qu'on peut peut-être parler de presque tous les sujets pour les jeunesses et pour les adultes, mais pas tout à fait de la même façon. Vous avez lu L'Anguille, hein? Voilà. Oui. L'Anguille, c'est une jeune fille qui n'a pas de bras, qui est le personnage central. Elle est née sans bras, donc la question du handicap, elle est importante dans ce livre. Mais c'est une jeune fille qui est habituée à se débrouiller autrement avec son corps. Elle sait vivre et elle sait avoir une place, même si les regards des autres sont difficiles. Elle est capable, en fait, de faire quelque chose avec son corps. Bon, le même roman, vous voyez, cet homme, il n'a pas de bras. C'est un roman pour les adultes que j'ai écrit avant L'Anguille. Il s'appelle Murène. Alors, une murène, c'est une grosse anguille. Donc, cet homme-là, il s'appelle François et lui, il a perdu ses bras dans un accident. Et la moitié de ce livre se passe dans une chambre d'hôpital et c'est un univers qui est très dur où on voit un personnage traverser des épreuves physiques et psychologiques qui sont extrêmement violentes. On ne sait pas en fait s'il va avoir envie de vivre après cet accident. Donc les questions sont posées d'une manière plus violente, plus brutale, et je ne sais pas si c'était utile, voilà, de les poser comme ça pour la jeunesse. Ce qui m'intéresse en revanche, ce qui est dans ce livre et qu'on retrouve aussi dans L'Anguille, c'est la question du handicap, c'est la question de la différence, c'est la question du regard des autres, comment on s'accepte soi-même. Bon, voilà. Donc, je crois juste que j'essaye de me souvenir quand j'étais enfant, mais enfant, ça va jusqu'à quand, hein? Enfant, c'est vous, là, les élèves d'Espagne, vous êtes un peu à la frontière entre l'enfance et vous êtes presque en train de devenir des grands adolescents, des jeunes adultes. On ne sait pas bien, en fait, faire la différence, hein. Quand on a vers 15 ans, on commence à lire des livres adultes. Donc, c'est difficile de mettre vraiment une frontière. Mais je pense que certains pourraient lire ce livre. Par contre, à 12 ans, je pense qu'il faut lire celui-là parce que émotionnellement, on n'est pas préparé à lire et à se confronter à des questions aussi violentes que dans Murène. Voilà. Mais le sujet, il est tout à fait discutable avec tout le monde. Il faut juste un petit peu adapter le point de vue. Hein? Voilà. Mais c'est très délicat. Je pense qu'il y a des livres qui peuvent être lus par tout le monde, qui ne sont pas spécialement faits pour la jeunesse ou spécialement faits pour les adultes. C'est assez nouveau, en fait, que les éditeurs disent « Ah, ce livre-là est pour les jeunes, ce livre-là est pour les adultes ». Moi, quand j'étais enfant, on n'avait pas beaucoup de livres pour la jeunesse. Je suis née en 1974 et dans les années 70, en France, il y avait un peu de littérature pour la jeunesse, mais beaucoup de jeunes lisaient en fait des livres pour les adultes. C'était les livres les plus faciles. On ne comprenait pas tout. Hein? Souvent, il fallait relire le livre plus tard parce que beaucoup de choses étaient difficiles à comprendre. Mais on n'avait pas le choix. C'était comme ça. Il n'y avait pas d'autres livres. On était habitué à lire des livres difficiles. C'est un petit peu différent aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est bien.
Alors, parlons de l'anguille. Comment est née cette histoire et comment est né aussi le personnage de Camille et le personnage aussi d'Alice? Alors, je suis obligée de repartir quand même de ça parce que c'est la première fois que je me suis intéressée vraiment au handicap. Hein. Donc, Muren, c'est le livre que j'ai écrit avant l'anguille et j'ai été très émue, très bouleversée lorsque j'ai vu à la télévision les Jeux paralympiques de Rio en 2016. 2016, il y a eu les Jeux olympiques, comme toujours, et puis un mois après, les Jeux paralympiques, qui sont les Jeux olympiques pour les personnes handicapées. Et moi, je ne connais pas du tout, en fait, cet univers. Je ne connais pas les Jeux olympiques. Je ne connais pas les Jeux paralympiques. Je ne connais pas le handicap. Je ne connais personne en situation de handicap et je n'aime pas la natation. Donc, c'était pas du tout certain que ça m'intéresse. Mais un soir, moi qui ne regarde jamais la télé, j'arrivais pas à dormir et j'ai allumé la télé. Et comme il était tard et qu'il y a un décalage horaire avec Rio au Brésil, eh bien il était minuit et demi en France, mais là-bas, c'était les épreuves de natation des Jeux paralympiques. Et donc, j'ai vu une piscine et puis des gens qui étaient debout comme ça sur les plongeoires. Et alors, ils avaient des corps vraiment très bizarres. Il leur manquait des bras, il leur manquait des jambes, ils avaient des corps petits ou bien beaucoup plus grands que la norme. Ils avaient l'air parfois tout mous ou au contraire incapables de bouger facilement. Donc, des corps vraiment étranges. Et en toute honnêteté, j'ai trouvé ça quand même très impressionnant et très dérangeant. Voilà, ça m'a dérangée, ça m'a déroutée parce que j'ai pas l'habitude. Imaginez que c'est une piscine. Donc, les gens ne sont pas habillés. Ils ont des maillots de bain. On voit vraiment leur corps tel qu'il est. Et puis, ils n'ont pas de prothèse. Hein. Ils n'ont pas un faux bras ou une fausse jambe, comme dans certains sports. Par exemple, la course, on voit des athlètes qui ont une fausse jambe qui leur permet de courir. Et du coup, le corps, il est un petit peu entier. Là, moi, je voyais les corps comme ils étaient. Et c'était en effet très impressionnant. Et pour dire la vérité, moi, j'ai d'abord vu là, devant moi, des corps manquants. Il leur manquait quelque chose. Et puis, la course a commencé. Tout le monde a plongé dans l'eau et la caméra a suivi un homme qui était parti dans l'eau avec les pieds comme ça appuyés au carrelage de la piscine et dans sa bouche, il tenait une serviette que lui tendait quelqu'un qui était debout sur le plongeoir et c'était la seule façon pour lui de pas perdre l'équilibre. Il était dans l'eau comme ça avec sa serviette dans la bouche et il n'avait pas de bras. Et la caméra a suivi cet homme quand il s'est mis à plonger. Et ce que j'ai vu sous l'eau, en fait, a été une vision absolument extraordinaire. C'était une vision d'une grâce magnifique. J'ai vu cet homme se transformer en poisson et se mettre à onduler comme ça dans l'eau d'une manière superbe. Il était chez lui, il était dans son élément. Il a fait demi-tour, il est reparti dans l'autre sens. Il a rejailli avec un sourire de vainqueur extraordinaire. Il était champion du monde. Il avait la médaille d'or. Et moi, j'étais complètement bouleversée parce que j'avais vu quelqu'un à qui il manquait quelque chose. Et tout d'un coup, ce que je voyais devant moi, après 15 secondes de nage comme ça sous l'eau, c'était quelqu'un qui était beau, qui était entier, qui était accompli. Et ce changement de regard-là, 15 secondes pour changer mon regard, ça a été très impressionnant. Je me suis demandé, lui, cet homme, combien de temps il lui avait fallu pour devenir quelqu'un qui se sent entier. Parce qu'il a perdu ses bras et je me suis demandé comment sa vie avait dû changer pour qu'il ait une place
dans laquelle ils se sentent bien. Alors, j'ai écrit l'histoire d'un homme comme ça qui perd ses bras. Alors, c'est pas lui, c'est pas celui que j'ai vu à la télé. Moi, ça se passe dans les années 1950. À l'époque, c'est le début du sport pour les personnes handicapées. Et je voulais aussi raconter l'histoire du début du sport handicapé. Et puis, quand j'ai fini d'écrire ce livre, il a été publié, etc. Et la question a continué beaucoup ces images-là sont restées très présentes pour moi. Et en fait, j'avais rencontré des gens extraordinaires. J'avais rencontré des gens qui étaient nés sans bras aussi pour écrire ce livre. J'ai vécu des histoires très, très drôles. Par exemple, je suis allée à Lille. Donc, c'est une ville qui est au nord de la France. Et à Lille, j'ai rencontré un homme de 50 ans qui est né sans les bras, comme Camille, exactement pareil. Et il m'a proposé de passer une journée avec lui. Alors, je suis arrivée à la gare des trains. Il était au bout du quai avec ses petites manches comme ça qui pendaient, comme Camille. Hein, et il m'a dit, ma voiture est garée pas loin, je vous emmène. Alors, j'ai été très impressionnée. Je me suis dit, mais cet homme va conduire une voiture sans bras. Et j'étais dans cette voiture, en effet, avec un homme qui conduisait avec ses pieds, avec la jambe à la fenêtre pour profiter du printemps, de la chaleur. Il conduisait aussi avec son menton. Il avait une espèce comme ça de manche qui lui permettait de changer les vitesses. Et puis, nous sommes allés au restaurant. Donc, il a mangé avec ses pieds, il a bu avec ses pieds, il a fumé des cigarettes avec ses pieds, il m'a dessiné son appartement avec ses pieds et j'ai passé une journée très drôle, très joyeuse et j'ai eu envie de m'inspirer de cet homme-là pour parler du handicap dans un autre livre qui serait L'Anguille. Parce que ce que j'avais vu là, c'est quelqu'un qui était très doué, qui savait tout faire. C'est différent de lui. Lui, il doit tout réapprendre. La vie est très difficile pour lui, puisqu'il a perdu ses bras alors qu'il était adulte. Alors que pour Camille, c'est beaucoup plus facile, puisque comme elle était enfant, elle a appris à faire les choses avec ses pieds. Et c'est pour ça que j'ai voulu inventer le personnage de Alice, parce que on pense que Camille est handicapée, mais peut-être qu'il y a des handicaps qu'on ne soupçonne pas, qui ne sont pas visibles chez des personnes qui ont beaucoup de difficultés à vivre avec leur corps. Et Alice, eh bien, c'était ce personnage-là qui allait rencontrer quelqu'un dont tout le monde pense qu'elle est en situation de handicap, alors qu'en fait, c'est lui qui se trouvent dans de très grandes difficultés. Et leur rencontre, eh bien, va beaucoup changer leur vie, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, je trouve que c'est le bon moment pour vous proposer, chers tous, de poser des questions, si vous le voulez bien. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Eba, peut-être. Alors, OK. on vous entend très bien. Très bien. Ravie de vous rencontrer, Madame Gobi. Et merci. On allait en compter vous demander la même question, pourquoi vous avez écrit Anguille après avoir écrit Murène. Alors, vous avez déjà répondu à cette question. Maintenant, on va passer à la deuxième question sur le mot handicapé. Le monde arabe cherche à écarter ce mot, à éliminer ce mot. Une de mes élèves va élaborer maintenant. On va passer chez moi et vous demander la question. Avance, Jeanne, s'il te plaît. Bonjour madame. Bonjour. Camille s'est présentée comme une personne en situation de handicap et non pas comme une personne handicapée. Quelle est la différence entre les deux? Merci beaucoup pour votre question. La différence, elle est très importante. Moi, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était pareil.
j'ai pensé que on avait beaucoup de difficultés à dire les choses, alors on emploie des expressions un petit peu douces, un petit peu molles, parce qu'on ne veut pas dire vraiment comment est la vie. Et donc on dit en situation de handicap, mais c'est un petit peu hypocrite. Mais non, c'est moi qui me trompais. C'est très différent en fait. Quand on dit un handicapé, c'est un nom commun. Ça veut dire que la personne qu'on a en face, elle est exactement, entièrement handicapée. Ça veut dire qu'elle manque de tas de choses tout le temps. Quand on dit en situation de handicap, ce qui est différent, c'est le mot situation. La situation, c'est le contexte où on se trouve. Qui est avec nous? Dans quel endroit on est? Et le lieu et la situation peuvent mettre tout le monde dans une problématique de manque et de handicap. Donc, dans ce livre, par exemple, on voit bien que le jeune Aurélien qui a des mains ne peut pas manger avec des baguettes chinoises, tandis que Camille, qui n'a pas de mains, peut le faire. Et nous tous, nous nous trouvons parfois en situation de handicap. Par exemple, si nous sommes timides et que nous avons du mal à parler devant les autres, nous avons bien des bras, nous avons bien des jambes, nous avons une bouche, nous avons des oreilles et des yeux, et pourtant, nous n'arrivons pas à faire quelque chose parce que nous sommes empêchés. Si jamais nous avons le vertige, nous ne pouvons pas marcher sur un pont. Pourtant, nous avons des jambes et des bras. Si nous avons subi des malheurs terribles dans la vie, nous ne savons pas, par exemple, nous faire des amis ou bien aimer quelqu'un parce que nous avons peur de ça, parce que nous avons peut-être eu des expériences terribles. Nous sommes en situation de handicap, mais pas tout le temps, seulement à certains moments de l'existence. Et finalement, les gens qu'on appelle handicapés, on les enferme dans une identité qui serait seulement le handicap, ce qui est très réducteur, évidemment, parce que tous ces gens-là savent faire des tas de choses. Ils peuvent travailler, ils peuvent réfléchir, ils peuvent créer. Il y a des situations dans lesquelles, oui, ils sont en difficulté, mais ça, nous le sommes tous en difficulté par moment. Et je vais même aller plus loin. Si vous prenez par exemple la vieillesse, c'est quelque chose que nous allons tous connaître. En tout cas, je vous le souhaite, ça veut dire que vous vivrez longtemps et en bonne santé si possible. Mais même quand on est une personne âgée qui est en bonne santé, eh ben, on est en difficulté. On fatigue plus vite, on entend moins bien, on voit plus mal. Donc, la situation de handicap, elle nous attend tous un jour. Et c'est important de considérer que ça fait partie de l'existence, de se trouver empêché, mais on ne peut pas résumer une seule personne à ses manques. Voilà. C'est pas juste des mots. Ça veut vraiment dire quelque chose et ça nous rend nos capacités, nos différences et le fait que nous sommes chacun uniques. Je trouve que c'est très important parce que c'est beaucoup plus respectueux de la singularité de chaque personne. Nous sommes tous différents, mais nous avons tous et des manques et des atouts. Ça ne se voit pas toujours. Il n'y a pas de micro, je crois. Voilà, ça. J'aimerais ajouter que le monde arabe se dirige vers l'usage de l'expression personne extrêmement motivée pour désigner les personnes en situation de handicap afin d'éliminer l'usage du mot handicapé. Vous avez dit quoi comme expression? Personne Extrêmement motivée. motivée. Ils sont plus motivés que nous. D'accord. Eh bien, j'espère. Parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître aussi que pour certaines personnes, il y a, c'est vrai,
des manques qui sont très, très difficiles à surmonter. Hein? Camille, elle est pleine d'énergie et pleine de force. Il y a des gens qui peuvent être découragés quand ils ne sont pas aidés, quand ils ne sont pas bien entourés par des personnes qui peuvent vraiment les aider. Donc, j'espère que toutes vont être aussi motivées que vous le dites. Mais c'est intéressant comme expression, ça. Personne particulièrement motivée. Je retiens. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Bonjour. Le déménagement pour Camille, avez-vous voulu l'importance du changement, de sortir de sa zone de confort? Vous avez clôturé même pas, déménager, c'était une chance. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi. Vous dites que vous me demandez pourquoi Est-ce que le déménagement, c'était une chance, c'est ça? Oui. Pour Camille, hein? Là, au début, pour elle, c'est au contraire une grande malédiction. Parce que finalement, c'était très confortable pour elle d'habiter dans une petite ville où tout le monde est habitué à sa silhouette. On ne l'a connue que comme ça. Et donc, elle n'a jamais vraiment été confrontée à des regards dérangeants. Voilà. Donc, au début, pour elle, c'est très, très difficile. Et puis, finalement, en effet, c'est certainement une chance parce que ça lui permet aussi de s'affirmer telle qu'elle est, de comprendre à la fois qu'elle est différente, mais en même temps, de pouvoir échanger avec les autres sur ce sujet-là. Et peut-être aussi que ce déménagement, ça lui permet de comprendre qu'il y a d'autres formes de handicap qui ne sont absolument pas faciles à imaginer. La rencontre avec Alice, c'est très déterminant pour elle parce qu'elle se rend compte aussi que d'autres portent des souffrances invisibles et qu'elle a peut-être un rôle à jouer, qu'elle a peut-être, elle aussi, comme n'importe qui dans cette classe, parce que les élèves dans cette classe ne sont pas très aimables avec Alice à cause de ce corps obèse, eh bien, elle aussi, elle a un rôle à jouer pour qu'ils se sentent bien. Donc, ce déménagement, je pense, lui permet de réaliser à la fois à quel point elle est différente et à la fois aussi à quel point elle aussi doit faire un effort pour aller accepter l'autre et lui montrer qu'il est aimable tel qu'il est. Merci. Est-ce que Véronique, il y a une dernière question ou est-ce qu'on peut… Alors, la dernière question, enfin une question supplémentaire et puis après, Véronique, on passe à l'Espagne. Salut, madame. Bonjour. La différence entre Camille et Alice. Camille fait preuve de beaucoup de courage et d'audace pour s'affirmer, tandis que Alice cherche à s'éclipser ou s'effacer à cause de son obésité. Pensez-vous que le courage est impératif pour réussir? Du courage pour se réaliser et s'affirmer. Ah, est-ce que le courage est nécessaire pour réussir? C'est des questions de philosophie là que vous me posez. Le courage, qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que ça veut dire le courage? Je pense que le courage, mais il y a sûrement d'autres définitions possibles. Le courage, c'est être capable de faire ce qu'on se croit incapable de faire. Ça veut dire que la notion de courage, elle est différente pour tout le monde. Quelqu'un qui n'a pas le vertige, grimper une paroi verticale sans corde, c'est peut-être facile. Pour quelqu'un d'autre, ce sera beaucoup plus difficile. Mais surtout, il y a toujours la notion de risque, je crois, avec le courage. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de réussir. On n'est pas sûr d'y arriver. Et probablement que si on veut rester toujours bien confortable dans sa vie, on ne grandit pas beaucoup. Donc la notion de courage, c'est peut-être accepter de perdre un peu de confort pour
pour grandir et pour être capable de se dépasser soi-même. Maintenant, je me demande si dans la notion de courage, il n'y a pas aussi l'idée qu'on ne le fait pas seulement pour soi, mais pour les autres. Ce qu'on fait pour soi, c'est un exploit. Peut-être que dans le courage, il y a aussi l'idée qu'on le fait dans une société où finalement, on n'est pas tout seul. On sait que ce qu'on va faire, ça peut aussi avoir un impact sur les autres. Je me demande ça. Merci, madame. Merci. On vous remercie, Madame Gobi, Madame Anna. Merci. Véronique, merci pour vos questions à toutes les trois. Véronique, est-ce que... Oui, c'est bon, ça y est, le micro est ouvert. Oui, bonjour à tous, bonjour Madame Gobi et bonjour à l'Égypte et à Paris. Alors, on a quelques élèves qui ont préparé quelques petites questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tout, mais on va voir. Il y a certaines questions auxquelles vous avez déjà répondu, donc on va essayer de s'organiser pour ne pas trop répéter. Merci. Donc, Santi, bonjour. Bonjour, vous avez écrit en dédicace pour Alice à l'imagination de Bogdan. Qui est Alice? Est-ce qu'elle vous adore? Élise, c'est ma nièce. Et ma nièce, elle est vraiment pleine d'imagination et elle aime bien écrire des histoires. Elle a 10 ans, donc elle a presque l'âge de Camille. Et voilà, j'ai beaucoup pensé à elle en écrivant ce livre. Donc, c'était un geste affectueux pour elle. On vous filme. Salut madame. Et dans les livres, il y a des phrases en turc. Et est-ce que vous parlez turc? Non, pas du tout. Mais j'aime bien, en fait, dans presque tous mes romans, il y a des gens qui viennent d'un pays étranger. Parce que, d'abord, je trouve que c'est beau de marier des langues différentes, des cultures différentes. Et puis, c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est l'autre, c'est la différence. Dans ce livre, il est question de toutes les différences. On parle de garçons et de filles, on parle de personnes en situation de handicap et de personnes valides, on parle de français, on parle d'étrangers. L'idée, c'était que toutes les différences puissent être présentes dans cette classe pour que chacun ait vraiment la possibilité de montrer à quel point c'est riche et c'est beau de partager ensemble, en fait, hein, cette diversité. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Pourquoi Alice est d'origine turque? Il pourrait être d'ailleurs, pourquoi il n'est pas français comme Camille? Alors, sur le choix d'un étranger, j'ai déjà répondu. Hein, c'était important pour moi qu'il y ait aussi des différences culturelles dans le livre. Donc, je voulais qu'il y ait des personnes qui viennent d'un autre pays. Alors, pourquoi turc? Eh bien, je voulais que la passion de Alice soit la couture. C'était important pour moi qu'il ait une passion qui est difficile à assumer pour lui. Hein, il a beaucoup de difficultés à dire aux autres qu'il aime la couture parce qu'il a peur du jugement. Il a tout le temps peur du jugement, Alice. Du jugement sur son corps, du jugement sur sa passion. Et il se trouve qu'en France, on a beaucoup de couture. On a un problème de transmission. Oui, c'est de notre côté. Je pense que Valentine, vous nous entendez toujours? Quand on veut faire un ourlet, réparer un vêtement.
Alors, on attend quelques secondes. Soit Valentine devra nous rejoindre. Alors, on a perdu Valentine Gobi, je pense. Ouais. Alors, on attend. Ah, Valentine revient. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout d'un coup, tout s'est éteint. Il y a une coupure au moment où vous expliquiez que vous cherchiez un personnage qui avait pour passion la couture. Voilà. Donc, en fait, pour moi, c'était évident que ce serait un jeune Turc parce qu'en France, on a beaucoup de couturiers, en fait, qui sont turcs et qui ont des petites boutiques où ils réparent, voilà, les vêtements, les pantalons, les chemises. Et en bas de chez moi, il y avait une boutique comme ça avec une famille turque. C'était l'atelier qui était dans cette pièce-là. Et puis, la nuit et le reste du temps, c'était aussi la chambre, l'appartement, la cuisine. Et donc, ça a été assez évident pour moi que puisqu'il fallait un atelier de couture, ce serait le modèle de cette petite boutique en bas de chez moi. Voilà. Merci. Nous avons une dernière question. C'est la dernière? Vous avez encore d'autres questions, Véronique? On en a quelques-unes qui sont assez courtes, mais on ne veut pas non plus qu'il y ait une décompensation par rapport aux autres auditeurs. Donc, on peut encore prendre deux questions. D'accord. Je fais ça. Reste debout et puis tu poses la question comme ça. Vas-y, Lucas. Bonjour, on a cherché Fargevol pour le sud-ouest, mais on ne l'a pas trouvé. C'est un lieu inventé? Eh oui, c'est une ville inventée. Ça n'existe pas. Alors, le son de Fargevol fait penser au sud-ouest, oui, parce qu'il y a plein de villes comme ça qui finissent en hol dans le sud-ouest de la France. Mais Fargevol n'existe pas. Oui, bonjour. Vous avez dit que les JO ont été un élément déclencheur pour l'anguille. Mais à quel moment vous avez décidé d'écrire l'anguille? Je crois que j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. En fait, j'avais déjà publié Muren. Et dans Muren, il y a un personnage qui est assez tragique. C'est un livre qui est assez violent, puisqu'il y a la moitié du livre qui se passe dans une chambre d'hôpital avec des opérations très impressionnantes. Voilà. Et je voulais quand même continuer à parler de handicap, mais à un public plus jeune, parce que j'ai l'habitude d'écrire pour ce public-là. Entre 9 et 12 ans, j'ai écrit beaucoup de livres et j'aime beaucoup m'adresser à eux. Je me disais qu'il y avait vraiment une réserve d'humour, de joie et de légèreté chez les personnes que j'avais rencontrées et que je pouvais en faire un autre livre, un livre un peu différent. C'est pour ça que je parlais de la personne que j'ai rencontrée à Lille tout à l'heure, la personne qui est née sans bras. C'est un personnage de Muren, d'ailleurs, aussi. Il est dans ce livre-là aussi, mais c'est un personnage secondaire, alors que c'est devenu le personnage central dans l'Anguille. Je crois que ce qui m'intéresse aussi beaucoup, quand j'écris pour la jeunesse, c'est que les jeunes, vous êtes à un âge où vous commencez à être éduqués, c'est-à-dire vous commencez à avoir peur de regarder les gens d'une façon trop insistante, trop curieuse. Vous savez qu'il ne faut pas le faire parce que ça peut être blessant, mais vous le faites quand même. Et moi, je trouve très important que le droit à la différence, ça soit aussi le droit à être regardé. Nous, les adultes, on est un petit peu dans la honte. On ne sait pas comment faire. Quand on regarde les gens, on a peur de les blesser. Quand on ne les regarde pas, on a peur d'être indifférent. Et je trouve que dans la jeunesse, il y a une espèce de spontanéité, de franchise, une audace,
à regarder l'autre, qui permet aussi de se rendre mieux compte de ce que c'est que la différence, qui permet de dialoguer, de commencer des conversations, de s'interroger, alors que nous, dans le monde adulte, comme on a un petit peu peur de blesser l'autre, parfois, eh bien simplement, on fait comme si on ne le voyait pas. Et donc, il y a quelque chose de très, je trouve, de très fort, oui, dans cette façon qu'ont les jeunes de s'interroger sur les choses qu'ils trouvent étranges et bizarres. Et on devrait, nous, les adultes, apprendre un peu de cette audace-là, je crois. Merci. La dernière question, si vous nous permettez. Oui. Marie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez écrit ensuite? Qu'est-ce que je vais écrire ensuite? Oui, une suite. Alors, une suite, pardon. Pardon, une suite, d'accord. Non, je ne vais pas écrire une suite. Moi, j'écris jamais des suites. C'est très rare, même que j'y pense. Pourquoi? Parce que je sais pourquoi vous me dites ça. C'est parce que vous ne savez pas s'ils ont gagné au concours. Et dans toutes les classes, on me demande s'ils ont gagné au concours. Mais en fait, ce n'est pas important pour moi. Parce qu'ils ont déjà gagné. Ils ont gagné parce qu'ils ont réussi à mener leur projet, alors que ce n'était pas facile. Ils ont réussi à travailler tous ensemble, à mettre en commun leurs talents. Alice a réussi à accepter qui il était et à montrer aussi des compétences extraordinaires en couture. Camille, elle, est un personnage qui est à la fois très doué avec son corps, mais très doué pour organiser comme ça ses amis autour de ce projet. Et c'est cette aventure-là qui est la plus belle. Finalement, le fait qu'ils gagnent le concours ou qu'ils aillent rencontrer au Japon l'auteur du manga, j'ai envie de dire c'est presque c'est un bonus. Mais ils ont déjà gagné puisqu'ils ont réussi à faire quelque chose ensemble qui est beau, qui était difficile. Et puis surtout, pour moi, la dernière scène est très, très importante. Hein. C'est Alice et Camille qui sont debout dans l'eau de la mer à Marseille, tous les deux en maillot de bain, et qui décident d'aller se baigner comme tout le monde. Et ça, pour moi, c'est la vraie grande victoire. Merci beaucoup. Mais vous pouvez écrire la suite. Hein. C'est toujours ce que je propose aux gens. Hein. Faites un atelier d'écriture et proposez la suite. Moi, je suis tout à fait preneuse. Merci beaucoup pour vos questions. Valentine, j'ai une dernière question de Caridad qui ne peut pas monter sur scène, mais qui demande, vous parlez de manga dans votre livre. Est-ce que vous en lisez? Quasiment pas, non. le seul manga que je connais, je pense que c'est celui que j'ai inventé pour l'anguille. Non, si, bien sûr, j'ai déjà feuilleté des mangas. J'ai une fille qui aimait bien les mangas aussi, donc je lui ai acheté des mangas et j'en ai lu avec elle. Mais c'est pas ma spécialité. Voilà. Je pense que les jeunes de Malaga, par exemple, probablement s'y connaissent bien mieux que moi. Merci à tous. On va clôturer cette belle rencontre maintenant. Merci Eba et toute votre classe d'Égypte d'avoir participé. Et Véronique merci. Aussi, à tous. Et encore merci Valentine. C'est un plaisir. Je vous souhaite de belles lectures et puis des super progrès en français. Mais je vois que vous êtes déjà quand même très, très, très compétents. Bravo. Merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Dites au revoir. Au revoir.